Divers et retour. Si j'en avais eu le courage, je vous aurais conté aussi, à la manière de la comtesse de Ségur, mais avec moins de talent, les malheurs de Trottinette, notre fidèle 2 chevaux, acheté quelque 2 ans auparavant à ma tante Jacqueline. Elle partit de France avec des freins qui ne fonctionnaient presque plus. J'allais travailler au début à Alger, en apprenant une nouvelle manière de m'arrêter, en rétrogradant et décélérant progressivement pour venir gentiment buter contre un trottoir. Elle connut souvent les garages algérois, le déshabillage qu'ils lui firent subir, à chaque fois pour mettre à l'abri, essuie-glace, roue de secours, triangle, tout ce qui pouvait se prélever ou se démonter et devenir objet de tentation pour ceux qui la réparaient. Encore se fit-elle voler la minuscule ampoule qui, vissée sur le côté du compteur de vitesse afin de l'éclairer, avait échappé à la vigilance du mécanicien. Elle se vit équipée à tort d'un mètre-cylindre de marque Berlier qu'elle avait pourtant attendu pendant plusieurs semaines, ce qui n'améliora pas ses performances et ramena le problème à la case départ. Elle dut changer son disque d'embrayage, elle eut sa capote toute nouvelle, percée par une cigarette encore allumée, négligemment jetée par un fumeur du haut de notre immeuble. Elle connut les affres de l'humidité qui obligeaient Rémi, chaque jour de pluie, à démonter sa bobine pour la chauffer dans notre appartement une bonne heure avant de partir donner ses cours. Elle vit le moteur de son essuie-glace se bloquer pour les mêmes raisons d'intempéries. Elle eut même, à l'avant, le coin de sa porte passager retourné dans un parking souterrain, pour voir si le papier froissé et vide que nous avions imprudemment laissé traîner sous nos pieds n'abritait pas un trésor caché. Elle joua un tour à Louis-Paul en s'arrêtant en plein désert, gicleur bouché, sur la route entre Tlemcen et El Aricha, lui remettant en mémoire des trajets autrement plus dangereux sur ce même parcours au temps de la guerre d'Algérie. Elle se vit à moitié vendue et condamnée à rester vivre en Algérie, lorsque, avant notre départ définitif, en 1973, nous rédigeâmes ses papiers de vente à l'intention de notre boucher. Mais elle fut sauvée, au dernier moment, par une loi juste promulguée qui nous mit des bâtons dans les roues et empêcha la vente. Bref, elle en vit de toutes les couleurs, Trottinette, à Alger. Mais finalement, grâce à cette nouvelle loi, elle rentra en France avec nous, ventre à terre, tellement nous l'avions chargée, mais heureuse de retrouver les paysages familiers de la Charente-Maritime. Elle resta même un temps en famille, Gérard, le frère de Rémi, ayant désiré l'acheter. Elle le servit fidèlement, et quelques années plus tard, il la revendit à une ancienne copine de fac. Puis, nous avons perdu sa trace. Si j'en avais eu le courage, je vous aurais détaillé nos aventures vécues avec nos nombreux visiteurs. J'ai évoqué le pèlerinage à El Aricha, où Louis-Paul fut soldat et d'où il envoyait à sa petite sœur, qui était en 5e, lettres et photos. J'aurais pu y ajouter notre intéressante visite commune chez l'un des derniers dignandiers à Tlemcen. Le séjour d'Alain resta marqué par les savants calculs d'horaire que nous avons effectués pour visiter chaque lieu touristique avec lui, afin qu'il bénéficie d'une lumière optimale pour réussir ses photos, en particulier celles des ruines de Timgad, photos qui furent presque toutes ratées à cause d'un filtre resté au départ dans l'appareil. Ce fut pour lui un crève-cœur en dépit d'un voyage particulièrement réussi. J'aurais pu vous raconter les 2 séjours de Yvon, dont le second avec un couple d'amis de Poitiers qui commencèrent leur coopération à Constantine lorsque nous quittâmes Alger. Le séjour à Gardaïa,
avec Cécile et Claude, fut plein d'imprévus. Rémi dut leur faire visiter la ville seul pendant que je restais au lit un 1er mai, avec plus de 40 de fièvre et délirant à moitié, dans une villa immonde et dans un lit entouré de cafards. Enfin, lorsque mal en point, je les accompagnai pour un repas au restaurant, il s'avéra qu'il n'y avait là plus rien à manger, et notre guide, Brahim, se vit remettre de l'argent par le patron honteux, qui voulait se faire pardonner. Enfin, au retour de Gardaïa, il y eut cette soirée chez nous, pendant laquelle Claude et Bernard, le cousin de Rémi, discutèrent à table jusqu'au matin, et où Rémi alla se coucher à 7 heures, alors qu'il devait assurer des cours à la fac à partir de 9 heures. Je m'en voudrais enfin de ne pas évoquer brièvement la cérémonie du thé à laquelle nous fûmes conviés par un de mes élèves rencontré par hasard dans le restaurant de son frère à Gardaïa. Elle nous permit d'être reçus dans une famille mozabite, dans la cité sainte et très protégée des touristes de Beni Isgen, privilège tout à fait rare et dont je n'aurais même pas osé rêver. Bref, j'aurais pu vous raconter encore plein de choses, mais l'entreprise est trop ambitieuse. Pardonnez-moi d'arrêter là. J'ai essayé par ce qui précède de donner une idée de ce que furent les 2 années de notre vie là-bas. La rentrée scolaire de 1972 fut hélas marquée, à 15 jours d'intervalle, par le double décès de Liliane et du papa de Rémi. Ce fut extrêmement perturbant. Nous rentrâmes 15 jours en France, en catastrophe et en douce, au risque que Rémi ait des soucis avec les autorités militaires. Nous pûmes assister aux obsèques de Papy Pierre, mais pas à celles de Liliane. Je ne souhaite cela à personne, et cela prend une résonance particulière en ces temps de Covid-19 et de ses sombres conséquences. Nous rentrâmes par mer avec trottinette, sur le bon vieux Kérouan. J'étais pour ma part de sentiments partagés. Il y avait encore des tas de lieux que j'aurais aimé visiter en Algérie, et de ce point de vue-là, je serais bien resté un peu plus longtemps. Je regrettais aussi de ne pas avoir appris l'arabe. La première année, trop préoccupé par nos problèmes de logement, j'avais largement raté le coche du début des cours, et la 2e année, nous étions en France, suite au décès que j'ai évoqué lorsqu'ils ont commencé. D'un autre côté, en tant que femme, j'avais besoin de retrouver la France et ma liberté de mouvement sans me sentir épiée par les hommes, mon droit à m'arrêter devant une vitrine sans avoir l'air de draguer, de m'asseoir seul à une terrasse de café sans me faire aborder, bref, à vivre sans surveiller chacun de mes gestes. Il me fallait retrouver un peu d'assurance. Être une femme autonome au pays des femmes voilées n'était pas toujours si simple, et je sentais que je me recroquevillais. Cette dernière traversée fut une épreuve. La tempête de Force 9, qui sévit cette nuit-là en Méditerranée, fit longtemps parler d'elle dans les années qui suivirent. Le Kérouan fit route en modifiant sa trajectoire pour s'abriter le long des côtes espagnoles, ce qui allongea encore la traversée. Ça secouait fort et une partie de l'équipage aussi fut malade. Je fis une grosse bêtise qui eût pu mal tourner. Ne supportant pas le confinement de notre cabine, avec le mal au cœur causé par la houle, et ne pouvant dormir, je décidai de me rendre dans la coursive. Comme ça n'allait pas mieux, et que j'aspirais à avoir le visage à l'air, sans plus réfléchir, j'allai sur le pont. La porte donnant sur celui-ci aurait bien sûr dû être fermée, mais elle ne l'était pas. J'abaissai la poignée de la porte au moment où le tangage penchait le bateau vers l'avant. Celle-ci s'ouvrit brutalement, je fus happé par le mouvement et me retrouvai à plat ventre, par terre, à glisser en aquaplaning vers l'avant du pont, sur la couche d'eau qui le recouvrait.
Le temps de me prendre une vraie peur, je butai heureusement contre une sorte de pilier que j'enlaçai solidement. Ouf, j'étais encore à plusieurs mètres du bord. Ma situation n'était pas enviable. J'étais trempé et j'avais froid. Je recevais des paquets de flotte sur le visage à chaque fois que le bateau repartait vers l'avant. Il faisait nuit, il n'y avait personne dans la coursive et la perspective de passer la nuit là, dans cette position, n'avait rien d'attrayant. Je restai néanmoins pas mal de temps comme ça, à réfléchir. Essayer de me mettre debout me semblait trop risqué. J'étudiai alors le rythme du tangage, et je me dis que ma seule chance de regagner la coursive était de me laisser glisser de nouveau sur le ventre lorsque le bateau pencherait en arrière. Si d'aventure la porte s'était refermée, j'arriverais bien à agripper quelque chose. J'hésitai encore longtemps, et dans un sursaut de courage, alors que le bateau se redressait de nouveau, je lâchai mon poteau. La manœuvre eut l'effet escompté, et je n'eus pas de difficulté à me retrouver à l'abri. Je n'en pouvais plus, et regagnai finalement ma cabine où je me séchai et m'endormis. À cette heure tapante, une employée frappa fortement à notre porte et exigea, de façon vraiment autoritaire et en dépit de nos protestations réitérées, que nous descendîmes petit déjeuner, alors qu'un instant plus tôt nous dormions et que la tempête ne faiblissait pas. Si un jour j'eus envie d'étrangler quelqu'un, ce fut bien celui-là. En entrant dans la salle à manger d'un pas instable, la vue des plateaux à alvéoles contenant nos bols et boulonnés aux tables nous fit fuir illico, et c'est l'estomac vide et torturé que nous regagnâmes notre cabine en continuant à maudire notre visiteuse. Arrivés en retard à Marseille, il faisait de nouveau presque nuit lorsque nous nous retrouvâmes enfin au volant de trottinette. Pas une chambre libre dans les hôtels où nous tentâmes notre chance. Nous rentrâmes alors d'une traite en nous relayant au volant, d'abord à la folle allure de 50 km/h, champignons dans les planches, trottinette hyper chargée, donnant son maximum contre un Mistral de face. La suite fut simple. Lorsque les parents ouvrirent leur volet le matin, ils eurent la surprise de voir une 2 chevaux qui attendait dans la cour. J'eus le mal de mer pendant encore 48 heures, avec la sensation que le sol de la cuisine ou du salon se soulevait pour venir buter contre mon pied à chaque fois que je faisais un pas. Quant à Rémi, il jura ce jour-là qu'il ne remonterait plus jamais sur un bateau. Il n'a heureusement pas tenu parole, mais, à vrai dire, ce n'est toujours pas l'exercice qu'il préfère.